bonjour, bienvenue dans ce webinaire. On va Voilà. se présenter peut-être, Camille. Donc, Georgia Bonita, je suis conseillère pédagogique pour l'accompagnement voilà, des élèves et notamment les élèves ayant des troubles du spectre de l'autisme sur le département de la Seine-Saint-Denis. Alors moi, je suis Camille Schneider, enseignante spécialisée autisme et je suis professeure ressources TSA détachée au CRAI. On sait que parmi vous, il y a de nombreux enseignants à ESH et on sait que voilà, les faits d'actualité sont importants à connaître. Vous avez certainement pris connaissance de la nouvelle circulaire de rentrée des classes, dont le titre est de ne laisser aucun élève sur le bord du chemin. Et quand on accompagne un élève présentant des TSA, c'est vrai que souvent les familles sont demandeuses de cette scolarisation. Donc, en effet, on colle quand même à la stratégie, on vous en parlera tout à l'heure, la stratégie nationale des troubles du neurodéveloppement. Et justement, de nombreux dispositifs sont là pour accompagner. Des professeurs ressources et des professeurs TND aussi sont présents pour vous accompagner dans la scolarisation de ces enfants. Donc ça, c'est le premier point de la rentrée et bon, vous pouvez le consulter. Le deuxième point d'actualité sur la rentrée, c'est qu'en effet, maintenant, les élèves vont tous avoir un numéro d'identifiant, ce qui va permettre notamment de pouvoir inscrire les élèves au CFG et autres examens. Par exemple, les élèves qui sont scolarisés dans des établissements ne disposaient pas de cet identifiant. Et donc là, on a jusqu'au mois de décembre pour pouvoir créer tous ces INE pour les élèves dans tous les établissements. Donc voilà l'information qu'on voulait vous transmettre avec Camille. Vous allez recevoir des mails via les chefs d'établissement, via les directions d'école, pour pouvoir connaître la démarche pour créer cette INE. Voilà, donc nous allons passer à nos conseils. Donc, vous êtes enseignant ou AESH ou peut-être psychologue scolaire, membre du RASED. Et donc, voici nos trois conseils pour la rentrée scolaire et puis des conseils, bien sûr, qui peuvent voilà, au long cours tout au long de l'année. Alors, le premier, c'est l'entretien de rentrée. Donc là, pour le coup, c'est de maintenant jusqu'aux vacances de la Toussaint. Donc, c'est vraiment un premier conseil important dans le temps. Cet entretien de rentrée qui n'a rien à voir avec la réunion d'ESS, c'est une réunion qui doit se faire entre l'enseignant ou le professeur principal s'il s'agit d'un collège ou d'un lycée, l'AESH et la famille. Donc, il y a trois personnes présentes. Et vous avez une circulaire de rentrée de 2019 qui a mis en place cette réunion obligatoire pour tous les enfants avec un dossier MDPH. Peu importe dans quelle classe ils sont ou dans un dispositif, il faut absolument qu'il y ait cette réunion, cet entretien de rentrée. D'autre part, vous avez un guide d'entretien entre l'enseignant, l'AESH et la famille, un guide d'entretien qui a été fait par Eduscol et dont je vous ai mis également le lien, qui est vraiment très bien fait avec comment l'enseignant doit préparer la réunion, ce qu'il doit demander à la famille, quelles traces il doit garder. Voilà, c'est une dizaine de pages très, très bien faites et vraiment, c'est vraiment un guide. Cette réunion de rentrée, elle est vraiment primordiale pour vous, pour l'enfant et également pour la famille. Dans cette réunion de rentrée, c'est là que vous allez pouvoir avoir un peu de la part de la famille, en posant des bonnes questions, un peu le mode d'emploi de l'enfant, parce qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas à avoir le temps de découvrir, et donc vous allez gagner un temps précieux sur la connaissance de l'enfant, sur son mode de communication, voilà, plein de choses. Et puis, c'est le moment où le ESH va pouvoir savoir exactement quelles sont ses missions auprès de cet enfant. Et pour la famille, hein, ça lui permet de savoir un peu comment se déroule une journée de classe, quels sont les temps, de bien expliquer par exemple le périscolaire, le temps scolaire, voilà, que tout soit bien clair pour la famille, hein. Et donc, c'est un échange vraiment autour de l'enfant. Voilà, pour que vous puissiez avoir des outils, des outils. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire à la rentrée, que tu as mis que c'était jusqu'à la Toussaint, parce qu'en effet, vous avez le temps aussi d'observer cet enfant et voilà, de tisser ce lien fondamental avec la famille, l'AESH et tout ce personnel qui gravite autour de cet enfant. Donc, il faut aussi se laisser le temps. Je sais que là, dernièrement, on m'a dit, je n'ai pas fait l'entretien de rentrée. Laissez-vous le temps, mais il n'est jamais trop tard pour le faire avant la Toussaint, par exemple. Je pense que c'est C'est ça. fondamental. Et peut-être que si il y a une AESH qui n'est pas nommée encore, peut-être Mhm. ça vaut le coup d'attendre une semaine ou deux là pour le temps que l'AESH arrive, de façon à faire vraiment l'entretien à trois et de ne pas Mhm. répéter les choses. Par contre, hein, effectivement, ça peut faire gagner du temps quand même sur l'observation. Donc, ne pensez pas tout découvrir de l'enfant. La famille connaît son enfant et donc autant lui demander directement les choses.
D'autant que la famille, elle a déjà eu pas mal de réunions, il y a des dossiers MDPH, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Les familles pensent vraiment que vous êtes au courant de tout, hein, du handicap de l'enfant, de ses particularités, de son mode de communication. Voilà, pour la famille, hein, euh, vous êtes au courant. Voilà. Donc, il va falloir que vous les voyez assez rapidement et que cette réunion ait quand même lieu assez vite de façon à leur dire, bah non, en fait, le GVASCO, il n'y a pas de conseil, il n'y a peut-être pas grand-chose dans le GVASCO et ça ne suffit pas, quoi. Je vous propose un Mm. document qui est sur le site du CRAIF, qu'on a appelé carte d'identité TSA, mais on pourrait le renommer mode d'emploi, hein, c'est Oui, un peu ça. Je vous ai mis le lien, hein, il est en Word, hein, sur le site du CRAIF. Donc vous pouvez enlever des parties qui ne vous semblent pas pertinentes. Donc c'est plutôt une fiche que doit remplir la famille, hein, mais donc elle peut le faire avec vous oui. lors de cet entretien de rentrée. Voilà. Quels sont les professionnels qui entourent l'enfant? Bah, il a un autisme, mais quel autisme? Comment ça se présente? Quelles sont ses particularités? Qu'est-ce qu'il aime pas du tout? Quels sont les accompagnements qu'on peut mettre en place pour lui? Est-ce qu'il est autonome aux toilettes? Est-ce qu'il faut qu'il y ait tout le temps quelqu'un à côté de lui? Est-ce qu'il y a une vigilance par rapport à la santé particulière, etc. Voilà, donc son mode de communication, entre autres. Sur les repas aussi, qui peuvent être des points assez compliqués, justement, savoir si la famille a peut-être des astuces ou ce qu'elle propose à l'enfant pour qu'il puisse manger dans un climat serein. Et ça peut vous aider, vous, pour l'accompagner sur ce temps de restauration qui est parfois très compliqué, notamment au collège, un espace très bruyant. Donc ça, c'est fondamental d'avoir cet échange avec la famille. Parce qu'on en profite pour vous dire que quand même, en grande nouveauté qui date de mai peut-être Mhm. l'année dernière, les AESH maintenant sont nommés sur le temps périscolaire également, sur notification de la MDPH qui précise maintenant si l'enfant doit être accompagné au repas aussi. Donc, il est très probable que l'AESH soit sur les temps scolaires et périscolaires et que donc elle ait besoin de tous ces renseignements et donc cette réunion de rentrée est aussi très précieuse pour elle puisque même sur les temps sur lesquels ne sont pas présents l'enseignant. Donc ça, c'était avant la Toussaint. Et puis après, pendant l'année scolaire, vous pouvez avoir d'autres réunions, hein, des équipes éducatives ou une réunion de nouveau avec juste enseignants, AESH, famille, parce que ça vous semble pertinent. Et puis, il y a une réunion qui est absolument obligatoire, c'est la réunion de l'équipe de suivi de scolarisation, la fameuse RESS. Cette réunion, c'est une réunion qui est très formelle, hein, qui a un cadre qui dure en général 1 heure et qui doit être donc en présence de l'enseignante référente, qui elle-même est en lien avec la MDPH, donc c'est très très important pour le parcours de l'enfant. Et dans cette ESS, donc, il y a la famille, l'enseignant référent, bien sûr, l'enseignant de la classe, hein, l'AESH qui doit être obligatoirement présent, le directeur ou le principal, et donc les paramédicaux si l'enfant est suivi en libéral, donc l'orthophoniste, la psychomotricienne. Si ces paramédicaux ne peuvent pas se déplacer dans cette réunion, la famille demande un bilan et donc doit apporter un bilan d'orthophonie et de psychomotricité ou d'ergothérapie. Et puis, si l'enfant est suivi par un CESAD, bah, le CESAD est présent et là, vous avez les paramédicaux qui sont représentés par un membre du CESAD. Voilà, donc cette réunion d'équipe de suivi de scolarisation, c'est à minima 1 fois par an. On remplit à ce moment-là un GVASCO. Dans ce GVASCO, ce sont des demandes d'aménagement qu'on fait. Il n'y a pas de prise de décision, hein, lors de l'équipe de suivi de scolarisation. Chacun fait un petit peu l'état des lieux. En général, il y a même une réunion avant l'équipe de suivi de scolarisation parce que c'est l'équipe de suivi de scolarisation, c'est pour noter dans le GVASCO les demandes un peu de chacun et donc il faut déjà que les partenaires puissent discuter entre eux. C'est le moment où on demande un AESH, du matériel, un temps partagé avec un autre lieu de prise en charge ou de scolarisation. Voilà, alors notez en tous les cas, Voilà. voilà, ce sont vraiment des demandes. Donc ces demandes vont être envoyées par l'enseignante référente à la MDPH et la MDPH va notifier ou pas les demandes. Du coup, plus les demandes sont accompagnées par exemple, de De- photocopies de travaux de l'élève ou voilà, il faut que le dossier soit vraiment alimenté. Le GIVASCO en lui-même ne se suffit pas, puisque les traces des élèves que vous avez, que vous accompagnez en classe, parfois sont très parlantes. Pour les évaluateurs de la MDPH, voilà, le dossier ne suffit pas. Si vous accompagnez de traces écrites de l'élève, ça permet de mieux comprendre l'élève.
Voilà, donc ce GVASCO accompagné de tout ce que vous pouvez, de votre part d'enseignant, aussi de tout ce que remarque la l'AESH, qui est Mhm. à côté de lui toute la journée, et puis de tous les paramédicaux. Voilà. Et donc tout ça, ça doit partir à la MDPH parce que la MDPH ne voit jamais l'enfant. Donc ça reste un dossier, donc il faut qu'il soit le plus étayé possible. Donc, le deuxième conseil, c'est d'essayer d'adapter et d'aménager au maximum votre classe, vos supports. Donc, pour l'enseignant, l'idée, c'est de travailler toujours sur le même genre de support, de décomposer bien les tâches, d'expliciter visuellement les tâches. Voilà. S'il y avait vraiment un conseil énorme, c'est parler moins avec un élève autiste, essayer de vraiment de montrer que ce soit très, très visuel, de ne donner qu'une information à la fois, de donner un mode de communication à l'enfant qui est non verbal, ou même si l'enfant peut dire des mots, mais on dit maintenant qui est non oralisant, c'est-à-dire Mhm. qu'il va falloir un autre mode de communication, donc à mettre en place ou à utiliser s'il est déjà mis en place. Il va falloir aider l'enfant à gérer son stress et son anxiété. Il va falloir lui expliquer des aptitudes sociales, comment on se comporte avec les autres. Et puis, du coup, votre débit verbal et puis le temps de latence de l'élève, il va falloir en tenir compte. Faire un petit peu attention à cet élève et essayer de ralentir. En même temps, c'est un peu un conseil qu'on peut donner avec tous les élèves Tout à fait. qui seraient en difficulté et qui ont besoin de plus de temps pour diverses raisons, avec des consignes très claires, avec peu verbales et où il y a de la démonstration, comme dans l'enseignement explicite. Et en plus, ce que tu dis là par rapport à observer l'élève, c'est fondamental pour découvrir ses centres d'intérêt. C'est ce que vous allez faire là. On parle de réunion de rentrée, de découvrir l'élève, de le rencontrer. Si vous arrivez à lui proposer des activités qui sont au plus proche de ses centres d'intérêt, tout en restant bien sûr sur ce qui est proposé à l'ensemble de la classe, il sera beaucoup plus partenaire et aura beaucoup plus envie de rentrer dans la tâche. Ça, c'est quand même quelque chose, un point d'appui. Nous, on parle de point d'appui et de centre d'intérêt de l'élève. Voilà. Et donc, ce centre d'intérêt, ben, les familles, par exemple, peuvent le Mm. dire. Voilà. Je vais donner des exemples très, très parlants. Par exemple, je ne sais pas si l'élève est fan de Peppa Pig et qu'il est en maternelle, ça va être assez facile de lui faire compter des petites images Peppa Pig, par exemple, plutôt que d'aller lui faire compter des voitures. Rien que ça va renforcer et puis ça va l'intéresser parce que c'est passionné par Peppa Pig en ce moment. Ou par exemple, les lignes de métro. Souvent, on pense que l'enfant ne lit pas, alors qu'il a très bien mémorisé les lignes de métro et arrive parfois aussi à lire. Donc voilà, on a quand même des centres d'intérêt parfois communs à de nombreux élèves que l'on rencontre sur le terrain. Les animaux aussi, on a pu voir que c'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Et voilà, cette porte d'entrée est beaucoup plus facile et facilitateur pour vous, pour adapter votre pédagogie. Et une fois de plus, la famille peut tout de suite Oui, vous tout donner à les fait. intérêts de l'enfance qui vont vous faire gagner du temps sur cette période. Cette période aussi qui sert, donc on le voit là, à instaurer un cadre, mais dans ce Mhm. cadre, il y a aussi, on appelle ça faire du pairing avec lui, c'est-à-dire voilà, passer des moments agréables pour que l'enfant justement puisse vous associer à quelque chose d'agréable et que, du coup, quand vous allez lui proposer des activités et de faire des apprentissages, il va plus adhérer et plus être motivé en votre présence. Donc ça vaut pour la ESH et l'enseignant. Donc dans le cadre, il y a donc, vous allez mettre un cadre tout en jouant un peu avec lui au début. Et dans ce cadre, donc, il va falloir structurer le temps et l'espace. On va vous montrer une vidéo sur le temps Mhm. et l'espace que Oui. nous avons tourné à la Maison de l'Autisme l'an dernier. Et puis, n'oubliez pas voilà, de travailler en complémentarité et en réseau, donc toute l'année, et pas seulement le jour de cette réunion de rentrée, avec la famille et les professionnels qui accompagnent l'enfant. Pour la ESH, elle sera encore au plus près de l'enfant, donc c'est cette personne qui va faire plus de pairing encore Mhm. pour avoir une relation de confiance avec l'enfant. Même conseil, éviter de parler de trop et de parler en même temps que l'enseignant pour ne pas faire double tâche et que l'enfant sache qui l'écoute à quel moment. Favoriser au maximum les relations avec les autres élèves.
quand même sur certains temps. Du coup, peut-être vraiment organiser l'espace pour que l'élève ait un poste de travail individuel, puis des moments où il est avec les autres enfants. Tout dépend de votre manière de travailler et comment vous allez, les AESH, comment vous allez travailler avec l'enseignant. Voilà. Vous êtes un duo, il va falloir faire avec ce que vous êtes chacun et puis voir comment l'enfant réagit et ce que lui, ce qui marche le mieux pour lui. Que ce soit au collège ou à l'école maternelle, pendant les moments de récréation, elle va accompagner, elle va essayer de mettre des mots pour faire comprendre à l'élève ce qui se passe. Donc ça, c'est fondamental de tisser ce lien avec les autres à ce moment-là. C'est le propre de l'enfant autiste qui ne va pas créer des Mm. relations tout seul avec les autres. Il va falloir un médiateur. Et là, la VSH, c'est dans ses missions avec les enfants autistes de vraiment mettre en place des stratégies pour que l'enfant se positionne au plus près des attendus sociaux avec ses camarades de classe. Et quand tu parlais de ne pas agir à la place de l'enfant, quand on est AESH, souvent les élèves peuvent instrumentaliser la main de l'adulte pour faire. Mais il suffit simplement de se laisser guider et non pas de faire à la place de. Parce que parfois, ils ont besoin que ce soit la main de l'autre qui exécute quelque chose, alors que la réponse finalement est bonne. Donc voilà, juste se laisser guider, mais ça ne veut pas dire que l'on fait à la place de. Et ça, la relation que vous allez avoir AESH et enseignant, de savoir que vous avez juste été guidé, que vous n'avez pas fait à la place de. C'est bien la réponse de l'élève que l'on valide. Ça, c'est fondamental dans aussi le partenariat enseignant-AESH. Nous allons passer à la vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est sur YouTube. Ici, à la Maison de l'Autisme, vous avez la possibilité de voir l'aménagement d'un espace pour un élève, un travail autonome. Vous avez ici différents outils. Ici, le timer, justement pour se représenter le temps. L'élève travaille pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, il y a une petite sonnerie qui lui dit « c'est terminé ». C'est un outil très efficace. Concernant le temps aussi, la représentation, vous avez l'emploi du temps individuel. L'élève saisit le pictogramme, lecture, le pose dans l'activité à réaliser, s'assoit à son poste de travail, effectue l'activité. Une fois terminé, range le pictogramme, c'est fini. Vous voyez ici dans cet espace un outil ici qu'on appelle le tabouret à bascule. Pour certains enfants, vous savez bien qu'il a un côté vestibulaire, un besoin à s'agiter, nécessaire pour certains enfants. Pas tout le monde, mais pour certains, c'est nécessaire. Dans cet espace de travail, vous avez aussi le classeur de communication. C'est un classeur qui permet à l'élève de dire « j'ai envie de chocolat ». Peut-être pas à l'école, mais en tout cas, j'ai besoin de prendre mon cahier rouge. Pour certains élèves, la communication fait descendre les comportements inadaptés. Dans cet espace, vous verrez aussi à la Maison de l'Autisme le travail, le contrat par économie de jetons. Je travaille pour faire du vélo. Je travaille pour la pâte à modeler. L'enfant gagne des jetons qu'il place ici et ensuite à l'activité qu'il souhaitait réaliser. Vous avez aussi, bien sûr, dans ce travail en autonomie, ces bacs. Je vous fais la démonstration. L'enfant prend le bac numéro 1. Il se repère numéro 1. Il a l'activité à réaliser. Ici, bien sûr, tout ce qui est vissé, dévissé. Il s'installe à son poste de travail, effectue l'activité. C'est fini. Il passe à la deuxième activité. Numéro 2, il pose. Tout ça en autonomie, ça s'apprend. Il s'assoit, réalise l'activité et ainsi de suite, range. Dans cette configuration, vous avez aussi l'analyse peut-être des émotions difficiles à appréhender pour nos élèves avec TSA. Je suis très anxieux. Je suis très agité. Que puis-je avoir comme solution? Tu pourrais peut-être taper dans un coussin. On a une proposition de solution. L'élève donc arrive à comprendre ses émotions, à mettre des mots et ensuite à trouver une solution. C'est ce qu'on appelle aussi l'autorégulation. Le dernier outil qu'on peut aussi vous proposer, le casque anti-bruit. Lorsque l'enfant travaille en autonomie ici à son poste de travail, il peut être gêné par le bruit environnant des autres élèves en activité.
À ce moment-là, il peut saisir le casque anti-bruit, le poser, ce qui permet de rester concentré sur l'activité tout en écoutant les consignes de l'AESH, ce qui filtre le bruit des autres élèves qui sont aussi en situation d'apprentissage. Ce casque, vous pouvez bien sûr le proposer à tous les élèves afin que ce ne soit pas stigmatisant. Voilà, donc nous vous encourageons à venir jusqu'à la maison de l'autisme où vous pouvez également donc voir tout ce matériel, hein. Il y a des éducateurs qui peuvent vous recevoir aussi pour vous expliquer certaines choses et vous pouvez emprunter du matériel que vous emmenez dans votre classe et que vous ramenez après à la maison de l'autisme qui se trouve à Aubervilliers. Il y a quelque chose dont on n'a pas évoqué encore, c'est un peu le profil de l'élève. Il y a des élèves qui ont pratiquement ou qui ont complètement le niveau scolaire, hein, de leur classe d'âge. Donc pour ces élèves-là, ce sera surtout de l'aménagement plutôt sensoriel et de la gestion des émotions et des interactions sociales. C'est un petit peu ce qui va, voilà, être en difficulté. Et puis il y a des élèves qui sont très très loin des compétences attendues en fonction de leur classe d'âge. Et donc pour eux, ce coin que vous a présenté Georgia sur l'aménagement d'un poste de travail, ça va aussi également servir pour faire du travail en individuel avec l'AESH. Voilà, ça va être une zone vraiment où l'enfant va se repérer, il va avoir son matériel et l'AESH va lui faire acquérir des compétences qui ne vont pour le coup rien avoir à voir avec ce qui est fait dans la classe. On peut vraiment voir des enfants en poste de travail en CM1 et qui sont en train de découvrir, d'apprendre à lire ou d'avoir même des activités de cycle 1 dans la classe de CM1. Voilà, donc le poste de travail, c'est plus ou moins en fonction du niveau de l'enfant. Il y en a qui vont avoir besoin juste de pouvoir faire leur travail en autonomie dans ce petit coin aménagé en fonction d'eux, hein. Tout ce que vous a montré Georgia n'est pas utilisé à chaque fois pour tous les enfants, mais c'est vraiment une idée et à partir de ça, voilà, vous savez, vous allez pouvoir piocher. C'est pour ça qu'à la maison de l'autisme, vous êtes accueillis par des éducateurs avec lesquels vous allez pouvoir échanger, notamment sur le profil de l'élève que vous accueillez, le vôtre, parce que voilà, là, on essaye, on ne peut pas répondre à tous les élèves, puisqu'ils sont tous différents et c'est ça la richesse. Mais là, vous allez donc expliciter votre problématique, vous, terrain, et vous aurez une solution adaptée à l'élève que vous accueillez en classe. Donc, n'hésitez pas à venir sur ce lieu, parce que peut-être que l'aménagement de cet espace de travail ne conviendra pas et qu'il vous proposera plus un espace de repli sensoriel et d'autres stimulations sensorielles. Sur le terrain, il y a quand même des personnes pour vous aider. Donc, des professeurs ressources, hein. PR, ça veut dire professeur ressources, TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, ou PR, TND, trouble du neurodéveloppement. Car maintenant, il y a dans la nouvelle stratégie, donc ce n'est plus qu'une stratégie pour l'autisme, mais pour tous les troubles du neurodéveloppement. Juste pour vous rappeler ce que sont les troubles du neurodéveloppement, donc il y a bien sûr l'autisme, mais également la déficience intellectuelle, le trouble, le TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et puis tout ce qu'on appelle les DIS en France, hein, donc tous les troubles des apprentissages, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, voilà, dysphasie. Un élève avec justement ayant des TND, on sait très bien qu'on parle de troubles associés, un TSA associé à d'autres troubles, hein. Donc c'est pour ça que voilà, on a une entrée très large et après on va chercher le besoin spécifique à l'enfant, qu'il soit autiste ou pas. Là, ce qu'on cherche maintenant avec les enseignants, on a ce discours, quel est son besoin? Le besoin de l'élève et non pas quel est le diagnostic. Là, il va falloir un petit peu changer de paradigme et de se dire, là, j'ai un problème sur la communication, quel va être son besoin, mettre en place un outil et comment communiquer avec lui, plutôt que de savoir qu'il est TSA ou ayant un TDAH. Voilà. Et puis, le diagnostic d'autisme recouvre tellement de réalités que finalement, ça peut juste vous permettre d'aller voir des vidéos ou d'aller sur des webinaires qui sont, parce que vous savez que l'élève est autiste, donc ça c'est bien. Par contre, après, il va falloir tellement adapter individuellement, enfin, pas adapter ce que vous faites, mais adapter le discours et les adaptations possibles de l'élève. L'émission de ce professeur ressources, que ce soit l'un ou l'autre, hein, puisque en fonction des départements, vous pouvez appeler l'un, l'autre ou voir les deux.
Sa première mission, bien sûr, que quand il est, alors tout dépend des départements, une demande d'intervention va être formulée par l'enseignant, voilà, en explicitant un petit peu la problématique qu'il rencontre avec cet élève. Et donc là, ça sera transmis au professeur ressources. Donc, il va lire cette demande d'intervention et va bien sûr venir en classe, pas seulement pour observer, bien sûr que l'observation est nécessaire, mais surtout pour accompagner les gestes professionnels de l'enseignant, de l'AESH, parce que c'est une sorte aussi d'évaluation et de mise au travail de l'élève. Quand le professeur ressources vient et vous montre une façon de faire, ensuite l'AESH ou l'enseignant, justement, calque cela et voit immédiatement un retour et une réaction positive de l'élève. Donc voilà, les conseils sont in situ auprès de l'élève, pardon, pour l'enseignant comme pour l'AESH. Donc il évalue les besoins. Il utilise aussi souvent le CREIF a créé ce kit d'évaluation flash, notamment quand on ne sait pas ce que l'on va évaluer, puisque ça, comme vous l'a dit Camille tout à l'heure, ça ne correspond pas aux attendus du programme dont l'élève est inscrit. Donc là, on est obligé, bien sûr, vous avez ces kits d'évaluation et les professeurs ressources sont outillés avec cette mallette de kit d'évaluation. Il vient aussi, lorsque l'enfant travaille aussi avec un CESAD dans une école, il vient aussi expliquer la pédagogie auprès des équipes éducatives, parce que chacun a ses missions. Nous sommes complémentaires, mais voilà, chacun a ses missions. Et le dernier point aussi, c'est qu'il peut présenter les différents dispositifs de scolarisation pour une orientation éventuelle. Donc, il va présenter ce que sont, comme vous l'avez mis Camille ici, tout ce que sont les UEMA, les UEA et les dispositifs d'autorégulation LEDAR. Sachant qu'à cette rentrée 2024, on compte maintenant 597 dispositifs sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc toutes les missions du professeur ressources. Et en fonction de vos départements, vous pouvez avoir de l'aide d'autres personnes, des conseillers pédagogiques. Il peut y avoir, à Paris par exemple, nous avons des professeurs ressources D, l'ancienne option, voilà, qui recouvre plutôt les troubles des fonctions cognitives, mais dont font partie l'autisme également. Donc voilà, peu importe les appellations, il faut que vraiment vous n'hésitiez pas à aller chercher de l'aide. Il y a de la ressource dans vos départements et il y a forcément des experts en autisme qui vont pouvoir venir, même si c'est un peu dérisoire de vous dire, bon, oh là là, ils viennent que 3 heures et après, comment on fait? Mais ça peut vraiment vous mettre le pied à l'étrier pour arriver avec cet élève. Et si vous arrivez avec cet élève, l'autisme, c'est très complexe, donc si vous arrivez à vraiment faire que l'élève et une pleine scolarisation grâce aux outils que vous avez mis en place. Ces outils dans votre classe vont servir à tous les élèves. Vous allez avoir une meilleure ambiance dans la classe. Il va y avoir plus d'élèves qui vont pouvoir progresser. Voilà, il faut vraiment se dire que c'est pas du travail individuel dans le sens où vous allez faire beaucoup d'efforts pour lui, mais tout ce que vous allez mettre en place pour lui, vous pouvez l'utiliser pour les autres élèves. Voilà, c'est vraiment l'idée de faire une école inclusive où tous les enfants, tout est proposé pour tous. C'est vrai que tu disais, alors de proximité, dans les écoles, vous avez bien sûr les personnels parfois du RASED, qui sont des enseignants spécialisés qui peuvent aussi, voilà, vous pouvez communiquer déjà le fait de dire la difficulté que l'on rencontre dans notre espace de travail, c'est fondamental de pouvoir échanger avec un père, un professeur comme vous, ça c'est fondamental. Puis vous avez, dans le département du 93 aussi, nous avons les classes BEP. Ça aussi, c'est un personnel avec lequel vous pouvez échanger qui pourra vous donner aussi des conseils. Et bien sûr, le CASBEB va vous orienter vers les professeurs ressources TSA, TND. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Alors, voilà un petit résumé de tout ce que nous avons dit. Du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler, on vient de le redire encore, travailler en complémentarité, en réseau avec la famille, les professionnels qui accompagnent l'enfant et également tout personnel d'éducation nationale qui peut vous venir en aide, qui peut vous donner des conseils, voilà, et qui peut vous proposer même vraiment des adaptations du matériel, etc. Surtout adapter l'environnement sensoriel. Il faut vraiment penser au sensoriel parce que tous les élèves avec autisme, même ceux pour qui on ne se rend pas bien compte qui sont autistes, on se dit oh bah, c'est léger, ils ont quand même souvent une hyper ou une hyposensibilité. Voilà, donc c'est pas forcément au bruit, hein, ça peut être beaucoup plus fin que ça. Et souvent les troubles du comportement, bah, ça part quand même d'une gêne sensorielle. Trop de bruit, trop
trop de lumière, trop d'agitation, trop de bruit de fond des élèves, peut-être une étiquette insupportable sur ses vêtements. Enfin, voilà, ça peut vraiment venir de partout. Un bruit Très, à très large. l'extérieur, c'est ça. Pour d'autres C'est élèves très hein, bien. qui ne sont pas forcément TSA aussi, hein, on voit que l'aspect sensoriel et émotionnel, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Parfois, on n'arrive pas à identifier. Donc, voilà, c'est vrai qu'on vous dit de voir sur l'aspect sensoriel. Tu parlais du toucher aussi. C'est souvent, on oublie toutes ces sphères-là. Donc, bien avoir l'œil aiguisé pour essayer de trouver ce qui pose problème à cet élève à ce moment-là. Et souvent, on dit, je ne comprends pas. Donc, essayer d'aller voir cette piste-là. Mm. Voilà, donc penser au Mm. sensoriel et ne pas noyer de bruit, mais ça c'est valable pour tous les élèves de la classe. En fait, on se rend compte, hein, plus on parle, plus les élèves parlent aussi d'ailleurs, plus le bruit monte et puis moins ils font attention en fait à ce que vous dites, alors que si vous parlez peu et que vous donnez des consignes assez courtes, finalement, là, ils vont être attentifs, ou même si vous avez vraiment un signe pour leur dire attention, là, consigne, il faut vraiment que vous soyez attentifs pendant 10 secondes, vous donnez une consigne, hop, ils écoutent pendant 10 secondes, et là la consigne est passée. On parle beaucoup de pause active, hein, c'est très, très québécois. Et en tous les cas, ça fonctionne vraiment très, très bien en gestion de classe pour tous les élèves. Allez voir sur Internet les pauses actives, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est entre des moments de mobilisation de tous les élèves pour faire des choses ensemble, de se lever, de faire des exercices, ou au contraire de faire de la relaxation pendant 1 minute. Ou voilà. Et une fois que vous aurez un panel hein, d'exercices à faire dans ces pauses, les élèves, vous allez pouvoir les mettre dans leur emploi du temps dans la journée, de pouvoir faire des pauses. Ils vont pouvoir demander d'avoir une pause quand vraiment ça devient compliqué. Voilà. La gestion vraiment des émotions et de l'autorégulation, hein, ce dont parlait Georgia tout à l'heure dans la vidéo, c'est vraiment important pour tous vos élèves. Hein. Voilà. Donc le sensoriel, la façon de communiquer, la gestion des émotions. Dans la communication, il y a quand même pas mal d'élèves autistes hein, qui sont non-verbaux. Après, dans l'autisme, la problématique, c'est la communication, c'est pas l'oralisation. Mais malheureusement, ils ont du retard en fait au niveau oral puisqu'ils ne s'en sont pas servis, puisqu'ils ne communiquaient pas bien. Donc, il va falloir vraiment mettre en place quelque chose. On ne peut pas imaginer qu'un enfant ne puisse pas s'exprimer et qu'il ne comprenne pas ce que vous dites. Et on ne peut pas imaginer qu'il fasse des apprentissages dans ces conditions. Donc, vraiment, de penser communication et langage, peu importe que ce soit du langage en pictogramme, du langage en signe, peu importe le mode de communication, mais vraiment commencer par communication. Et puis des enfants peuvent faire illusion en répétant la consigne et souvent on se dit que bah, s'il a compris, s'il la répète, c'est qu'il l'a comprise. Peut-être pas, soit il la garde en mémoire, soit ça te permet aussi d'enlever cette anxiété qu'il peut développer, donc il la répète. Donc être très très vigilant sur son mode de communication et sa compréhension de ce que vous dites. Et puis, adapter sa démarche pédagogique et le matériel. Donc, on disait quelque chose d'épuré, quelque chose voilà, d'explicite, hein, beaucoup de modèles, hein, de donner vraiment le modèle de ce que vous attendez, de faire refaire à l'enfant, de ne pas hésiter à refaire faire plein de fois les exercices. Voilà. Et donc, toute une adaptation qui va pour tous les enfants, qui peut le plus, peut le moins. Il y en a peut-être qui auront moins besoin, mais ça ne va pas entraver leur apprentissage, bien au contraire. Souvent, Et les puis, AESH culpabilisent en montrant l'exercice à faire, mais ils ont des difficultés d'abstraction, de se représenter ce qu'il y a à faire. Donc, juste de montrer un modèle et en changeant après je sais pas, le sujet, mais ils ont besoin de savoir vers où ils vont. Sinon, ça génère une angoisse et ils repoussent tout. Et à ce moment-là, ils s'enfuient. Donc, voilà, vaut mieux montrer ce qu'on attend d'eux. ça, dans l'enseignement explicite, ça va même encore plus loin parce qu'on montre un exercice et les enfants font exactement le même exercice sans changer les données. C'est la première étape de l'enseignement explicite. Puis après, on change les données jusqu'à ce qu'ils soient tous autonomes sur les exercices. Voilà. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à montrer et vraiment montrer, quoi. Comme Montessori, en fait, le matériel Montessori, où il y a peu d'explications, il n'y en a même pas souvent d'explications orales, mais vraiment la consigne est visuelle, ça passe par, et du coup, on montre ce qu'il faut faire et les enfants font la même chose. Et pour accéder à l'abstraction, il faut de la manipulation des objets. Et ça, plus vous en proposerez, plus il appréhendra le monde et la notion que vous voulez transmettre en termes d'apprentissage. Dans le résumé, donc développer les aptitudes sociales de l'enfant, et donc ça passe, dans son apprentissage, ça passe aussi par la sensibilisation des autres élèves.
Parce que, par exemple, s'il veut n'être que gardien de but dans la cour de récréation, les autres élèves vont finir par ne plus jouer avec lui parce que eux aussi ont envie d'être gardiens de but. Voilà, et ben tout ça, c'est une situation qu'il va falloir mettre par écrit. Il y a des moments où c'est lui qui va être gardien de but, des moments où ce n'est pas lui, mais ça veut dire que les autres élèves doivent aussi savoir que lui, ça va être difficile pour lui de ne pas être gardien de but et qu'il va falloir qu'il fasse un petit effort pour que ce soit souvent votre élève autiste qui soit gardien de but, puisque voilà, c'est son vœu le plus cher pour la récréation. Ou d'être chef de rang. Ou d'être chef de rang. Et ben voilà, peut-être qu'il sera tout le temps chef de rang avec un autre élève, mais peut-être qu'il voilà, va falloir que ce soit lui qui soit l'un des deux chefs de rang toute l'année s'il le faut. Voilà, ça passe par ça et du coup, vos élèves vont apprendre à accepter la différence aussi et ça va leur faire grand bien pour cette société inclusive que nous construisons ensemble. Et puis donc évaluer les forces, les besoins et l'élève pour planifier des apprentissages. Les élèves, peu importe leur niveau et peu importe le niveau de votre classe, l'idée c'est vraiment que l'enfant vienne à l'école pour faire des acquisitions, pour avoir de nouvelles compétences. Il n'est pas là juste parce qu'il est dans un petit coin de la classe et qu'il ne fait pas de bruit, donc tant mieux. Et dès que vous lui demandez quelque chose, souvent ça ne lui plaît pas et donc il est dans la frustration et donc il provoquer une crise rien qu'en lui demandant une consigne. Mais en fait, c'est ça. Voilà. Si le travail de l'année, ça doit être juste respecter une consigne qu'a donnée l'enseignant ou la ESH, eh ben déjà, ce sera un beau progrès, c'est-à-dire qu'il acceptera de ne pas faire que ce qu'il veut c'est déjà un apprentissage. Voilà. Donc, il y a une idée de mettre par écrit toutes les compétences que vous pensez travailler avec lui et donc, évidemment, de l'avoir évalué avant et de planifier tout ça. Et tout en respectant aussi son rythme, Camille, puisque l'enfant est fatigable. Et donc ça, on parlait des autres élèves, être sensible au fait que cet enfant parfois a besoin de justement d'être sur le canapé et de faire une petite pause sensorielle, cognitive. Ça, c'est fondamental. Ce n'est pas parce qu'il est en train de faire une pause même de 10 minutes qu'on n'est pas là pour lui. Ça, c'est un besoin qu'il a de se reposer et les autres élèves le comprennent bien parce qu'au début, ils disent oui, pourquoi lui, il ne travaille pas? Mais après, ils comprennent bien que quand lui revient, bah, finalement, il est beaucoup plus apaisé et qu'il se remet au travail. Et ça, c'est une lecture que les enfants ont très facilement. Mais ce qu'on veut aussi, c'est vous déculpabiliser. Hein. Si vous pensez toute une succession d'activités pour un élève et qu'aujourd'hui, ça ne sera qu'une, bah, ce n'est qu'une parce que lui, aujourd'hui, n'est disponible que pour une. Et puis peut-être que demain, on va tendre vers deux et trois et quatre. Mais il faut avoir des petites exigences, mais en avoir tout de même. Voilà je pense que tu voulais dire. Très bien résumé. Juste voilà, pour aller plus loin, vous aurez ce support. Hein, donc voilà, c'est pour ça qu'on vous a mis beaucoup de liens sur cette page. Du coup, plein de documents d'accompagnement des élèves TSA sur différents sites, des formations en ligne, Canal Autisme, l'INSEI, donc centre de formation des enseignants spécialisés, qui a fait de très bonnes vidéos, formations. Le CRAIF, qui a des webinaires comme celui-ci, qui va être en ligne sur YouTube. Donc, je vous en ai mis un juste pour que vous ayez le lien YouTube. On a mis celui sur la communication. Voilà. Et puis, vous avez des modules vraiment sur IFLAP, du CRAIF, qui sont en maternelle, en élémentaire, au collège. Voilà, des modules très spécifiques que vous pouvez regarder juste en vous inscrivant. Tout est gratuit. Tout ce qu'on vous a mis sont des ressources gratuites. Et quelques ressources sur la sensibilisation des pairs, parce que comme on venait de le dire, là, c'est vraiment très important que les autres élèves connaissent l'autisme, connaissent la différence, et ça peut faire vraiment l'objet d'un travail intéressant qui est vraiment bénéfique pour votre gestion de classe. C'est vraiment, voilà, à chaque fois, si tout le monde vraiment travaille autour de cet élève, c'est un peu l'occasion d'aller vraiment loin dans la bienveillance des enfants et le respect mutuel entre eux. Oui, parce que dans le cadre de l'EMC, on a vu justement travailler sur la diversité, qu'est-ce que c'est. Et souvent, voilà, au début, les élèves n'osent pas. Et ensuite, voilà, plus on met des mots sur ce que l'on voit et sur ce que l'on ressent, plus on peut expliciter les choses. Et ça fonctionne plutôt bien. Mieux vaut en parler que de ne pas en parler. Et après, voilà, laisser des représentations erronées parfois pour les élèves. Les élèves peuvent devenir rapidement des tuteurs pour d'autres. Et ce rôle de tuteur est très bénéfique aussi pour ces élèves tuteurs qui ont une image d'eux qui est vraiment très bonne et qui se sentent voilà, valorisés dans l'aide aux élèves en difficulté.
voilà, on espère que Ça vous a été utile pour cette rentrée des classes. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous rapprocher des différentes personnes ressources de vos écoles et le directeur aussi ou le chef d'établissement vous orientera vers des personnes qui pourront répondre à toutes les questions concernant l'accompagnement des élèves TSA. On vous remercie, nous aussi. merci de votre grande participation. Oui. Au revoir. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Au revoir. Merci, au revoir.